Merci Julie. Et donc si vous souhaitez se faire appel à elle, elle est facile à trouver, elle est dans l'annuaire. Et le cas échéant, on connaît son email, on pourra vous le transmettre. Merci encore d'avoir pris sur une journée très intense. Alors changement radical de sujet maintenant et j'invite Philippe. On n'a pas la gastronomie tout de suite? Ah bah non, c'est 13h30. Ah ok. Ça va, tu vas tenir? Ah, je sais pas. Je sais pas si je fais bien de tenir. Ah mais moi je commence à avoir faim, c'est pour ça que j'étais là debout en disant bon alors quand est-ce qu'on passe à notre dernier intervenant quand même. Alors Philippe est un économiste libéral, mesdames et messieurs, il n'y en a pas beaucoup, c'est une espèce en danger, donc on espère qu'il va se reproduire et qu'il y aura plus d'économistes libéraux dans le futur. Et c'est un économiste qui a choisi aussi d'être dans le débat public. Donc il a une centaine de millions d'utilisateurs, de gens qui le suivent sur Twitter. Hein, donc c'est la deuxième personne, hein, c'est ça, non? Un petit peu moins? Ah d'accord. Il intervient, il passe à la télé, il écrit des bouquins. Et figurez-vous que son dernier bouquin sort aujourd'hui. Alors d'abord, c'est très sympa d'avoir attendu la date du séminaire Melchion pour publier son livre. Ça, il faut le reconnaître. Ensuite, à plusieurs reprises, il nous a fait l'honneur de venir débattre avec nous. Et aujourd'hui, il va nous emmener sur un territoire. On va faire un petit sondage pour commencer. Hein? Qui ici a entendu parler des crypto-monnaies? Voilà. Qui possède des crypto-monnaies? Ok. Qui a un cold wallet? Philippe, c'est à toi. Merci, merci. Oui, donc je viens de sortir un livre sur le Bitcoin, la deuxième édition de mon livre, Bitcoin, comprendre et investir chez Errol, et vous pourrez trouver toutes les informations sur mon site philippeherlin.com. Donc on change de sujet, mais en fait pas tellement. Toute la matinée, on s'est posé des questions pour savoir qu'est-ce que c'est que de prendre une bonne décision. Et là, on passe à un cas pratique très très chaud, c'est-à-dire est-ce que j'achète ou pas du Bitcoin? C'est des questions que beaucoup de gens se posent, mais c'est une question qui fait peur. Et donc, ça peut être intéressant de voir comment est-ce qu'on peut décider de prendre une bonne décision dans ce domaine, surtout pour son entreprise, parce qu'à la limite, beaucoup de gens se disent, bon, je vais en acheter un peu pour moi, comme ça, puis je verrai ce que ça donne, mais je ne vais pas en acheter pour mon entreprise, je suis quelqu'un de sérieux, surtout pas. Bon, en fait, non, je vais vous expliquer pourquoi les entreprises doivent placer une partie de leur trésorerie en Bitcoin. Alors, on peut trouver plusieurs raisons, plusieurs justifications à ça. La première, c'est la protection contre l'inflation et la dévaluation monétaire. Avec Bitcoin, on est certain qu'il n'y en aura pas plus de 21 millions d'unités. Aujourd'hui, on est à 20 millions. Donc c'est un bien rare. Il n'y aurait jamais de planche à billets sur le Bitcoin, alors qu'il y en a régulièrement sur le dollar, sur l'euro. Et au bout d'un moment, ça se transforme en inflation. Alors une inflation qui peut être contenue, mais tout de même 2 ou 3% par an. Enfin, d'après l'INSEE, c'est quand même déjà quelque chose, parce que sur 10 ou 20 ans, ça commence à faire beaucoup. Et puis, il y a des périodes d'inflation, comme on a vécu pendant deux ans, qui sont assez sévères pour l'inflation et pour les épargnants aussi, qui ont perdu de l'argent. Avec Bitcoin, on est sûr, c'est sa proposition de valeur fondamentale. Il y en a un peu plus de 21 millions, ça ne va pas changer. Voilà. Le deuxième chose, c'est le rendement qui est très élevé. Quand on regarde le cours du Bitcoin depuis le début, depuis janvier 2009, première transaction, on voit que c'est une progression vraiment très importante. Alors, il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a, comme toujours dans la finance, il y a un rendement élevé, mais il y a aussi un risque élevé. C'est-à-dire le cours est très volatile. Mais ceci dit, quand on regarde la volatilité du Bitcoin et qu'on le compare à des actions comme Tesla, Meta, le groupe Facebook, Amazon ou Nvidia, c'est une volatilité qui est en fait comparable. Mais là, en fait, Bitcoin reprend son avantage parce que comment savoir si Tesla va continuer de performer, s'ils ne vont pas se faire concurrencer par les groupes chinois? Comment être certain? Nvidia, aujourd'hui, a une croissance phénoménale, mais ils surfent sur la vague de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va durer? Bon, on est obligé de se poser ce genre de questions. Et quand on achète des actions, comme je viens de citer, ou LVMH en France, des valeurs qui performent bien, est-ce qu'on est certain que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, elles seront toujours leaders? Ce n'est pas évident. Alors que Bitcoin, lui, justement,
son identité et ses caractéristiques ne vont pas changer et il n'a pas de concurrent. Il a pris une telle avance que maintenant, il n'y a plus de concurrent. Voilà. Donc, il y a un risque élevé et la meilleure façon de s'en protéger, c'est de l'investir, d'avoir un horizon d'investissement assez long, donc 4 ans minimum. Pourquoi 4 ans? Eh bien, parce que ça correspond au cycle du Bitcoin, parce que comme vous le savez, peut-être tous les 4 ans, il y a ce qu'on appelle le halving, c'est-à-dire la récompense des mineurs. Les mineurs, c'est ceux qui valident les blocs de transactions. Ils font tourner des ordinateurs pour valider les transactions. Et ils sont récompensés en ça par des bitcoins et aussi par les frais de transaction. Et cette récompense, elle est divisée par 2 tous les 4 ans, justement. On a commencé à 50 bitcoins de récompense. Et là, on est à 325 de récompense. Donc, toutes les 10 minutes, il y a un peu plus de 3 bitcoins qui sont créés. Et on va tendre vers 0. Et c'est pour ça qu'on ne va jamais dépasser 21 millions. Donc, il faut avoir 4 ans d'horizon de placement, ce qui peut être long. Donc, ça veut dire qu'on a une trésorerie quand même confortable et un horizon, une sécurité sur la vie de son entreprise assez on va dire, confortable. Donc, ce n'est pas forcément ouvert à toutes les entreprises. Mais si on a ces caractéristiques, on peut investir dans Bitcoin. Et d'ailleurs, récemment, BlackRock, le premier gestionnaire de fonds au monde, considère que posséder 2% de Bitcoin dans son portefeuille d'entreprise est raisonnable, c'est le terme qu'il emploie. Voilà, mais on peut faire plus, quoi. Voilà. Un autre élément qu'on peut citer aussi, mais ça concerne les entreprises cotées, mais c'est un conseil que donne Michael Saylor, le patron de MicroStrategy, j'y reviendrai tout à l'heure. Il explique que plutôt que de racheter ses actions, c'est des choses qui arrivent pour les entreprises cotées, plutôt que de les racheter, il ferait mieux d'acheter du Bitcoin parce que à terme, la valeur de leur entreprise sera nettement plus élevée. Il essaie de convaincre autour de lui. Il est récemment intervenu devant l'Assemblée générale de Microsoft. Il ne les a pas convaincus, mais bon, ça c'est aussi une idée à garder à l'esprit. Troisième justification, troisième raison d'investir dans Bitcoin, eh bien, c'est que le Bitcoin est très peu corrélé aux autres actifs financiers. Quand on le compare aux actions, on a parlé tout à l'heure, aux obligations, qu'elles soient souveraines ou d'entreprise, à l'or, etc., c'est très peu corrélé. Donc, c'est un excellent moyen de diversifier sa trésorerie et d'avoir une trésorerie, on va dire, plus résiliente et plus résistante aux à-coups du marché et de l'économie, quoi. Par contre, le Bitcoin est très corrélé aux autres crypto-monnaies. Vous connaissez Ethereum, Solana, Ripple, Bitcoin Cash, etc. Bon, ça ne sert pas tellement à grand-chose de se diversifier vers ces autres cryptos parce qu'en fait, le Bitcoin est très corrélé. En fait, quand on regarde les cours, on se rend compte que c'est Bitcoin qui imprime la tendance générale. Quand le Bitcoin monte, tous les autres suivent avec un peu de retard. Quand Bitcoin baisse, tous les autres baissent avec un peu de retard. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant de se diversifier. Il suffit d'aller sur Bitcoin et on est tranquille, quoi. Alors, comment est-ce qu'on... Non, ça, je viens après. Alors, un autre élément aussi qui peut être intéressant en termes... c'est que le fait d'acquérir du Bitcoin, c'est un signal d'innovation et d'attractivité, c'est-à-dire que l'entreprise peut aussi communiquer là-dessus, surtout si elle travaille on va dire, dans le domaine du numérique au sens large. C'est toujours bien, une fois qu'on a acheté du Bitcoin, de communiquer plus ou moins discrètement là-dessus pour montrer qu'on est une entreprise qui maîtrise les outils et numériques. Voilà. Donc c'est en termes de publicité, une publicité gratuite. D'ailleurs, quand les premières entreprises achetaient, ça fait l'objet d'articles de journaux, donc de publicité gratuite, donc il ne faut aussi pas se gêner là-dessus. Un autre élément, une autre raison qui justifie d'acheter du Bitcoin, c'est qu'on réduit sa dépendance envers les banques et envers les monnaies fiat, parce que les banques, Bitcoin est né et a commencé à fonctionner en janvier 2009 et pour son fondateur Satoshi Nakamoto, c'était une réponse à la crise des subprimes de 2008. La crise subprime de 2008, les banques, le système bancaire a failli faire faillite. Et ça a été une catastrophe absolue. Imaginez-vous, votre entreprise, il n'y a plus accès au compte bancaire. Et à cette occasion, il y a eu des planches à billets énormes
ont généré de l'inflation. Alors, pas tellement de l'inflation qu'on a vu récemment sur les biens de consommation, mais ce qu'on appelle de l'inflation d'actifs, c'est-à-dire l'inflation sur l'immobilier, sur les actions, tous les biens rares, en fait, l'immobilier, actions, le nombre d'actions par entreprise est limité, donc c'est un bien rare, en quelque sorte. L'or, etc. Ça fait une vague d'inflation très, très importante. Donc, tout ça, c'est des dommages pour la vie de l'entreprise. On n'a pas eu de faillite bancaire, mais c'est quelque chose qui peut survenir. Le fait d'avoir des actifs, le fait d'avoir du Bitcoin, ça vous protège complètement contre ça. Ou si l'euro venait à connaître aussi des problèmes, hein, depuis quelques mois, l'euro chute sévèrement par rapport au dollar, ce qui d'ailleurs, secondairement, peut se traduire par une vague d'inflation importée, parce qu'on va payer plus cher nos matières premières. Bon, voilà, donc on va peut-être avoir de l'inflation bientôt, un retour de l'inflation bientôt. Bref, avec Bitcoin, vous êtes en dehors de ça. Il faut savoir qu'il existe des lois en France qui permettent de ponctionner, de bloquer l'assurance vie, c'est la Sapin 2, et même de la directive BERD, une directive européenne, mais qui est en place dans tous les pays européens, qui permet à une banque en situation de faillite de ponctionner les comptes de ses clients pour éviter la faillite complète. C'est ce qui s'est passé à Chypre après la crise grecque en 2011-2012. Et Bruxelles a trouvé que c'était une très bonne idée et a décidé d'en faire une directive. Donc, il faut savoir que ça existe. Si votre banque menace de faire faillite, elle peut ponctionner votre compte. Alors, au-dessus de 100 000 euros, donc beaucoup vont se dire, je suis tranquille, je suis en dessous de 100 000, mais en fait, comme cette date de 100 000 euros a été affichée, les gens qui ont 300 000, 400 000, ils ont ouvert des comptes dans plusieurs banques. Ceux qui ont plusieurs millions, qui sont vraiment très riches, ceux-là, ils sont dans des banques d'affaires qui peuvent virer l'argent en un claquement de doigts. Donc, en fait, il y a quasiment plus de comptes au-dessus de 100 000 euros, en tout cas pour les particuliers. Pour les entreprises, ce n'est pas le cas, mais pour les particuliers. Donc, si une faillite bancaire arrive, ils seront obligés de descendre cette limite, descendre à 80, 60, 50, et là, tous les épargnants seront plus ou moins touchés. Donc, c'est un risque qu'il ne faut pas exclure. On a vu au Liban une faillite complète du système bancaire. Voilà. Ceux qui ont du Bitcoin, ils s'en tirent sans problème. Voilà. Dernière raison que je vais évoquer aussi, alors ce n'est pas tellement la question de la trésorerie, mais c'est le fait que si votre entreprise effectue des transactions avec des entreprises, avec des pays qui sont en dehors de l'Union européenne, bon, l'Union européenne, avec le CEPA, tout ça marche très bien, mais s'ils sont des transactions avec des pays lointains, ou en Afrique, en Asie, Amérique du Sud, avec un système bancaire qui n'est pas forcément optimal, ça prend beaucoup de temps, ça coûte cher en virement, alors en effectuant un paiement en crypto, donc soit en Bitcoin. Alors, le Bitcoin, comme il est volatile, ce n'était pas forcément la meilleure solution, mais vous pouvez aussi passer sur un stablecoin, c'est-à-dire c'est un dollar numérique, en fait, une crypto, donc l'USDT ou l'USDC, qui sont les deux principaux. C'est comme si vous faisiez un paiement en dollars, mais ça va de votre portefeuille sur celui de votre client ou fournisseur, et c'est instantané et il n'y a quasiment pas de frais. Donc, quand on voit comment marchent certains systèmes bancaires dans les pays émergents, ça peut aussi être une solution. Alors ensuite, si vous avez pris la décision d'acheter du Bitcoin, comment ça se passe concrètement? Alors vous pouvez le faire en direct, c'est-à-dire une personne dans votre société qui va décider, qui va créer un compte sur une plateforme, faire un virement en euros, récupérer des bitcoins et ensuite les mettre. Évitez de les laisser sur une plateforme parce que la plateforme peut faire faillite. Hein. La dernière en date, on a entendu parler, c'est FTX en novembre 2022. Voilà, donc si on a une somme conséquente, il n'est pas judicieux de la laisser sur une place de marché. On la met sur une clé Ledger. Une clé Ledger, c'est une sorte de petite clé USB avec un écran qui permet justement de stocker pas les bitcoins, en fait les clés privées, ce qui vous donne la possession de ces bitcoins. Et même si votre ordinateur est virusé, ça ne va pas sur la clé Ledger, donc c'est aussi la sécurité. Ledger, c'est une société française qui est leader mondial dans ce domaine, donc on a des réussites dans ce secteur-là. On peut le faire soit en direct en interne à l'entreprise, soit en passant par des sociétés qui ont un département réservé aux entreprises et sont corporate. Donc, il y a les principaux vendeurs de Bitcoin, pour prendre les sociétés françaises. Donc, il y a Paymium, qui est la
La plus ancienne, elle a été créée en 2011. Il y a CoinHouse, qui est anciennement la maison de Bitcoin. Et puis on peut citer Stackinsat aussi. Elles ont chacune un département corporate. Donc à ce moment-là, vous déléguez ces achats de Bitcoin à une société qui vous remettra ensuite régulièrement les documents juridiques, parce qu'il y a un aspect juridique et comptable à tenir compte, bien sûr. Alors déjà, la première chose à dire, c'est sur l'aspect juridique, rien n'interdit à une entreprise d'acheter du Bitcoin. Donc en France, où tout est interdit et contrôlé, c'est déjà, on a déjà cette chance-là pour votre entreprise peut tout à fait légalement acheter du Bitcoin. La réglementation, elle vient de la loi Pacte de 2019. Et le Bitcoin, alors, n'est pas considéré comme une monnaie, mais comme un actif. Et donc, il faut calculer, donc chaque fin d'exercice, les plus ou moins values latentes, s'il n'y a pas eu de vente, ou effectives, s'il y a eu des ventes. Voilà. Et à la clôture d'exercice, les plus-values latentes ne sont pas fiscalisées. C'est uniquement quand on vend. Ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Pour un particulier, c'est pareil aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un bilan en fin d'année. C'est uniquement quand vous vendez. Mais quand vous vendez, vous êtes obligé de faire le calcul de la plus-value sur l'ensemble de vos actifs. Donc, ça peut être un peu compliqué. Mais il existe pour les particuliers un site, alors une société française qui s'appelle Waltio, où vous lui donnez au mot de passe, elle se connecte sur vos comptes et elle calcule automatiquement et elle vous produit les documents fiscaux, ensuite à déclarer auprès du fisc. Il existe l'équivalent pour les entreprises, j'ai découvert ça récemment, ça s'appelle contactcrypto, singulier.com. Et c'est pareil, donc c'est à destination des entreprises, des PME ou des experts comptables qui sont amenés à gérer les actifs des crypto-monnaies, des crypto-actifs. Et ça leur permet de produire les documents comptables que demande le fisc pour les entreprises. Voilà. Et puis, alors je terminerai par un dernier conseil aussi, parce que si vous prenez cette décision d'acheter des cryptos, informez-en aussi votre banquier, parce qu'on a de nombreux cas, et c'est de moins en moins, mais enfin, ça existe quand même aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises, que quand le banquier voit arriver un virement vers une place de marché, Binance ou Premium ou autre, il bloque ou alors il vous appelle en vous disant ne faites surtout pas ça. Donc ça, c'est quelque chose, gardez à l'esprit, prévenez votre banquier avant, puis s'il ne veut pas, vous changez de banquier. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé, petite présentation, s'il y a des questions ensuite qui... Alors je suis sûr qu'il y a des questions parce que c'est quand même la première fois qu'en public, me semble-t-il, quelqu'un recommande à une entreprise de placer sa trésorerie en Bitcoin. Alors aux États-Unis, ça a été un débat qui a déjà commencé depuis quelques années maintenant, mais en France, je pense que tu es le premier à en parler ou pas loin, quoi. Qui a des questions pour Philippe? Oui, alors, évidemment. Tout au fond, près du radiateur. Tiens. Bonjour Philippe et merci. Je vais lire ma question pour être sûr que je parle en économiste en bon français. Quelle est selon vous la probabilité que le gouvernement et la Banque centrale adoptent les monnaies numériques comme des crypto-monnaies ou la CBTC, je ne sais pas, et à votre avis, quand est-ce que ça deviendra légal? Alors ça, les monnaies numériques de Banque centrale, c'est un projet un peu intrusif parce que l'objectif qu'il y a derrière, c'est supprimer le cash pour pouvoir suivre l'intégralité des paiements que font les gens. Donc, alors, nos paiements sont déjà suivis par nature parce que tous nos mouvements sont archivés dans nos banques, mais pour y avoir accès, il faut qu'il y ait une action en justice. Le gouvernement ne peut pas voir ce que vous faites comme dépenses. Alors qu'avec l'euro numérique, c'est une information qui remonterait à la BCE et qui pourrait être consultée par les gouvernements. Donc ça, c'est un vrai problème. Ça remet en cause la séparation des pouvoirs et c'est un vrai problème. C'est un projet qui énerve tellement notamment les libéraux que Donald Trump s'est engagé à interdire une monnaie meilleure de banque centrale s'il était élu. Donc il n'y en aura pas aux États-Unis. Par contre, malheureusement, le projet continue. Enfin, il est déjà en route en Chine, évidemment, et il continue d'être avancé en Europe. Voilà. Mais ceci dit, même que ça existe ou pas, ça n'empêche pas d'acheter du Bitcoin. Voilà, c'est deux choses différentes parce que l'euro numérique, ça restera de l'euro, c'est-à-dire une monnaie qui se dévalue avec le temps, qui subit de la planche à billets et voilà, dans la valeur, c'est filoche avec le temps. Alors que Bitcoin, voilà, lui, il ne changera pas
de nature de toute façon. Ça marche? Oui, bonjour, merci pour votre exposé. Le Bitcoin, donc, on sait qu'il y a un nombre d'émissions limité à 21 millions, ça. Qu'est-ce qui va se passer après, d'après vous? Est-ce que les estimations de valorisation sont déjà un peu modélisées après ces 21 millions? C'est quoi la suite, d'après vous? Alors la suite, c'est que les mineurs, eux, ceux qui font tourner, ils seront quand même rémunérés parce que les mineurs touchent les bitcoins créés donc, et aussi les frais de chaque transaction. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là, ça continuera. Et les frais n'augmenteront pas forcément parce que la valeur du bitcoin augmente, donc finalement ça permettra de payer leur matériel et factures d'informatique. Ensuite, ça veut dire qu'on a une ressource rare et donc on a l'assurance qu'il n'y aura pas de création de bitcoin, de planche à billets. Et donc c'est une garantie extrêmement solide quant à la valeur du bitcoin par-delà la volatilité. Et quand on regarde sur la longue durée, et notamment quand on regarde le cours en logarithme, on peut le voir ça sur des sites, on voit qu'en fait c'est une croissance très régulière. Donc ça ne posera pas de problème là-dessus. Voilà, ce sera une garantie. C'est même plus que l'or. L'or, on en trouve à peu près 3000 tonnes d'or, 3000 tonnes tous les ans. Donc, ce qui reste fait par rapport au stock, mais on en trouve quand même encore. Le Bitcoin, on tend vers zéro. On est à 20 millions aujourd'hui à peu près. Oui, moi j'ai une question. Ça marche. Je ne sais pas si ça marche. Dans tout bon prospectus financier, on dit les performances passées ne présagent rien du futur. Donc bon, enfin voilà, et surtout le Bitcoin en soi pas de valeur aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui fait qu'on peut se dire que quand même il va parvenir à sa valeur d'il y a un an qui était quand même beaucoup plus faible, au moins, ou beaucoup plus faible, quoi. Ok, c'est limité, mais qu'est-ce qui peut nous faire dire qu'il a une valeur, quoi? Alors si, le Bitcoin a une valeur intrinsèque en fait, parce que si c'était que virtuel, bon, ça se serait effondré depuis longtemps. Non, il a une valeur parce que d'abord il y a sa limitation à 21 millions. Une rareté. Et il y a aussi le fait que le Bitcoin, c'est aussi un réseau de paiement. D'ailleurs, on distingue Bitcoin avec un B minuscule, donc c'est comme le dollar ou l'euro. Et puis Bitcoin B majuscule, c'est la blockchain, c'est-à-dire un système de paiement qui fonctionne sans interruption depuis le 3 janvier 2009, de 24 heures sur 24, avec des frais extrêmement faibles qui permettent d'envoyer de l'argent aussi bien à son commerçant qu'à l'autre bout du monde. Donc ça en soi, c'est un système de paiement très efficace, très efficient. Et puis la blockchain, elle sert donc à valider les transactions en Bitcoin, les virements, mais elle peut aussi servir à construire des services financiers. Alors ça, sur ce créneau-là, c'est plutôt Ethereum qui pour l'instant a pris le lead. La blockchain, la plupart de la finance décentralisée, de plein de choses comme ça, se construit sur la blockchain Ethereum. C'est ce qui explique la valeur d'Ethereum, qui est la numéro 2 en termes de capitalisation. Mais Bitcoin est en train... Il y a des services qui sont en train de se construire sur la blockchain Bitcoin. Donc tout ça, ça confère de la valeur. Donc il y a une valeur intrinsèque. C'est pas parce que c'est numérique que ça vaut rien. Je veux dire, Google, c'est numérique, mais ça vaut de l'argent et on sait parfaitement pourquoi. Facebook aussi ou X aussi. Voilà. Donc Bitcoin est numérique, mais c'est quelque chose qui vaut énormément et qui vaut de plus en plus. Alors les performances passées, non, évidemment, ça ne doit pas présager les performances futures, mais quand on voit le taux d'adoption, on a un niveau de taux d'adoption qui est comparable en vitesse à celui d'Internet à ses débuts, et on continue. Et de plus en plus de particuliers, d'entreprises dans le monde utilisent Bitcoin, en achètent. C'est souvent utilisé. Nous, en Europe, bon, on a un système bancaire, et avec l'euro, qui est une monnaie quand même globalement stable, et on n'a pas besoin de faire des transactions en Bitcoin, mais il y a beaucoup de pays émergents en difficulté, des pays d'Amérique centrale, Amérique du Sud, en Afrique, au Nigeria notamment, où il y a beaucoup d'entreprises crypto, parce que les gens commercent et utilisent Bitcoin, parce que pour eux, c'est beaucoup plus solide que leur propre monnaie, quoi. Donc c'est aussi utilisé. Nous, en Europe, aux États-Unis, c'est un placement. Il faut comprendre que dans beaucoup de pays du monde, c'est une monnaie qui est utilisée. Le Bitcoin, les stablecoins, Ether et d'autres cryptos. Alors, voilà un sujet qui va, à mon avis, merci Philippe, on peut l'applaudir.